Ok, alors bonjour à tous et bienvenue dans notre webcast qui fait partie de la série Our Next Topic et consacré aujourd'hui à l'effet de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt sur les marchés immobiliers. Je m'appelle Corinne Dubois, je travaille en tant qu'économiste chez Wüest Partner et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webcast. Nous avons également avec nous trois experts pour discuter de ce sujet. Pedro Palomo, Jonathan Martin et Vincent Clapasson, que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Je profite aussi pour vous dire que vous avez la possibilité de poser des questions en utilisant le chat. Donc, n'hésitez pas à apporter aussi vos idées, vos questionnements et j'essaierai de les apporter dans la discussion. Donc, le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui est en fait brûlant d'actualité, comme vous le savez. Et donc, nous allons passer ces 60 prochaines minutes à en discuter avec nos experts qui connaissent tous très bien le marché immobilier roman et qui vont nous livrer leurs analyses, leurs appréciations de la situation. Je commence par une très brève mise en contexte de notre thème avant de vous présenter nos speakers plus en détail. Donc, comme vous le savez certainement, depuis le début de l'année 2022, l'inflation a fait son retour en Suisse et dans le monde. Donc, après une très, très longue période de taux d'inflation très bas, on a une hausse très nette de ce taux d'inflation. On est à environ 3,5% sur les derniers mois en Suisse. Ça reste très inférieur à ce que connaissent nos voisins européens ou même aux États-Unis, mais c'est quand même bien au-dessus de la moyenne des dernières années et surtout au-dessus de la bande cible de la BNS, c'est-à-dire entre 0 et 2%, qui est considérée comme stabilité des prix. Pourquoi cette inflation ? Elle a de nombreuses causes. On peut bien sûr penser à l'explosion des prix de l'énergie qu'on a vu ces derniers mois suite à la guerre en Ukraine, mais aussi à une forte hausse de la demande suite à la pandémie de Covid-19. Donc, on est dans une situation où la demande est très forte, mais l'offre, elle, a encore de la peine à suivre, ce qui, bien sûr, fait pression sur les prix. Les limites sur l'offre viennent, là encore, de la pandémie de Covid-19. Certains pays, tels que la Chine, ont encore eu des épisodes de confinement cette année, mais aussi, bien sûr, dû au conflit ukrainien et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Finalement, on a aussi vu en Suisse ces derniers mois une hausse des salaires qui ferait penser à un début de spirale salaire-prix. Donc, les entreprises voient leurs charges augmenter et seraient tentées ensuite d'augmenter leurs prix sur les clients. Voilà, donc cette hausse de l'inflation que nous avons observée ces derniers mois a forcé en fait les banques centrales à resserrer leur politique monétaire. Donc, après quasiment une décennie de taux nuls, voire négatifs, en Suisse c'était à moins 0,75%, on a vu ces taux se resserrer. Donc, en Suisse, on a une première augmentation en juin de moins 0,75 à moins 0,25 et une deuxième augmentation jeudi passé qui a mis finalement fin à cette période de taux négatifs. Donc là, on est maintenant à plus 0,5%. Il s'agit là d'un véritable changement de paradigme parce qu'on a, après cette longue période où les taux étaient toujours très, très bas, on a tout d'un coup des taux qui remontent. Et la question aujourd'hui, ça va être, mais comment est-ce que ça va impacter les marchés immobiliers? Donc, on voit déjà que d'autres taux d'intérêt dans l'économie ont augmenté, par exemple les rendements sur les obligations d'État à 10 ans, mais également les taux hypothécaires qui a une influence directe sur le coût de financement. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être vraiment de voir avec nos experts qu'est-ce qu'ils estiment qui pourraient être les effets sur les rendements, sur les prix, quels sont les risques, les opportunités sur le marché immobilier aujourd'hui. Voilà, donc pour discuter de ce thème, nous avons tout d'abord M. Pedro Palomo. M. Palomo travaille à la Banque cantonale neuchâteloise depuis plus de 20 ans et depuis 2018, il occupe le rôle de directeur et responsable de marché. Et dans ce poste, il est notamment responsable de la stratégie, du développement hypothécaire, aussi d'analyse de marché, des relations avec différents intervenants privés, professionnels, institutionnels.
et il collabore également avec Wüest Partner dans l'étude immobilière du marché neuchâtelois. Voilà. Notre deuxième expert, c'est M. Jonathan Martin. Il a été très récemment nommé Head of Fund Management Switzerland chez Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management. Et dans ce rôle, il est responsable de la gestion du fonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, mais également de relations investisseurs avec le conseil d'administration, les budgets, les différents choix d'investissement, fiscalité et durabilité. Finalement, nous avons M. Vincent Clapasson. Monsieur Clapasson est directeur chez Wüest Partner à Genève depuis 2020. Et dans ce rôle, il s'occupe notamment d'évaluation de portefeuilles immobiliers, que ce soit pour des sociétés cotées en bourse ou des sociétés privées, d'expertise de propriété individuelle, mais également de conseils en développement de projets, par exemple des analyses de potentiel, scénarios de développement ou concepts d'affectation. Voilà, donc je vous ai brièvement présenté nos trois experts. Comme vous voyez, ils ont tous une grande expérience du domaine, donc profitez de leur poser vos questions, vos doutes, vos réflexions. Et je vais maintenant passer la parole à M. Palomo qui va nous faire sa présentation. Merci beaucoup à toute l'équipe. C'est à vous. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup à toute l'équipe de Wüest Partner de m'accueillir à votre webcast. Je suis vraiment très, très honoré. Je salue cordialement tous les participants. Aujourd'hui, des intervenants à divers titres dans le secteur immobilier. C'est vraiment un plaisir de m'adresser à vous pour pouvoir commenter, décrypter, échanger sur l'actualité d'un marché immobilier qui, nous devons quand même l'admettre, connaît la fin d'un cycle doré pour beaucoup d'acteurs, dont les créances hypothécaires. Je ne vais pas se le cacher, les banques ont passablement profité de ce développement. Le thème du jour, c'est l'inflation, un sujet qui est sur toutes les lèvres. Alors, comme vous avez pu le constater dans mon profil, je ne suis pas économiste, je ne suis pas statisticien. Je vais donc vous parler de ce renchérissement général que nous subissons et de toutes ses conséquences sur notre immobilier avec une approche purement de terrain, un terrain que j'arpente dans le canton de Neuchâtel depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, j'en garde encore les vestiges qu'est la cravate. Et fort de ce recul de marché, eh bien, j'ai trouvé intéressant aujourd'hui de revenir, en tout cas dans la première partie de mon intervention, sur quelques étapes cruciales de ces dernières décennies, tout cela pour voir comment avait réagi l'immobilier en Suisse lors des précédentes poussée inflationniste. Et puis, après un léger flashback, eh bien, je vous donnerai, et c'est certainement ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui, c'est les sentiments du marché immobilier. Un marché immobilier, je vais parler du Neuchâtelois, suite à cette hausse soudaine des taux. Alors certes, notre marché est relativement modeste au niveau cantonal. Il n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de l'immobilier roman. Mais toutefois, on a quand même constaté que dans les périodes de forte volatilité, comme nous les connaissons maintenant, les zones périphériques sont souvent les plus réactives aux phases soit d'accélération ou de ralentissement, et c'est elles qui donnent souvent en premier lieu la force du vent. Alors, dans la présentation initiale, Corinne Dubois a évoqué les raisons de ces hausses de prix et la nécessité des économies mondiales de réagir vigoureusement. Mais on peut quand même se poser la question aujourd'hui de qui, de l'œuf ou de la poule, est le véritable déclencheur de la situation que nous traversons. Certes, les crises sanitaires, géopolitiques ont déstabilisé le système au niveau planétaire, mais il ne faut tout de même pas oublier qu'avant cela, et pendant bon nombre d'années, les marchés ont été inondés de liquidités par les politiques monétaires des banques centrales. Ainsi, si les taux d'intérêt peuvent avoir un effet calmant sur l'économie, et c'est ce qui est recherché actuellement, ils ont servi précédemment comme excitants pendant plus de 20 ans. Ils ont permis à beaucoup de catégories d'actifs de s'envoler. Ça a été le cas pour l'immobilier, dont les prix ont doublé, voire triplé ces 20 dernières années. Mais ça a aussi favorisé les marchés financiers. On voit ici l'indice SPI, son évolution des marchés financiers qui, grâce aux taux, depuis ces très bas depuis longtemps, se sont progressivement affranchis de leurs fondamentaux historiques.
Et ces taux ont également favorisé toutes les valeurs dans le marché du luxe et ont aussi contribué à un certain épanouissement des crypto-monnaies dans certaines couches de la population et des épargnants. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des niveaux d'inflation qui sont inédits depuis plus de 10 ans. Ça a été dit, une inflation qui a provoqué un point d'inflexion en fin d'année dernière sur les taux d'intérêt avec une hausse ensuite subite. Alors, comment notre pays a-t-il géré par le passé de telles situations? Quels ont été les effets sur l'immobilier? Pour ça, nous allons remonter à la toute fin des années 80 avec l'évolution, vous le voyez ici, de l'inflation et des taux d'intérêt pendant plus de 30 ans. Et on constate de manière globale une certaine corrélation entre ces deux facteurs et vraiment une influence directe entre eux. Plus précisément, si on s'arrête plus en détail sur les grandes crises de ces dernières décennies, la première est l'éclatement de la bulle immobilière, une bulle purement spéculative au tout début des années 90. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent du véritable blackout qui était intervenu en octobre 89 avec des arrêtés fédéraux urgents décrétés par la Confédération. Ils instauraient des restrictions au niveau de la vente des immeubles pendant une certaine durée, une limitation de la charge maximale. Et puis, en parallèle, la BNS avait pratiqué une politique monétaire très brutale qui avait eu alors, pour effet de faire baisser rapidement l'inflation, mais qui avait provoqué une très forte récession. Et on voit que, avec le recul, ces mesures coercitives avaient totalement fait exploser le marché immobilier dans notre pays, un marché qui a mis, il faut quand même s'en souvenir, plus de 10 ans pour s'en remettre, avec un coût qui avait été arrêté au niveau des banques pour les assainissements à 42 milliards, mais avec le manque de transparence de l'époque, on peut certainement dire qu'il était bien supérieur. Donc on voit que les effets dévastateurs que peuvent avoir des augmentations de taux d'intérêt subites alliées à des mesures de durcissement de la réglementation sur l'immobilier. Deuxième événement majeur de ces dernières décennies, la crise financière en 2008, qui, il ne faut pas l'oublier, elle émane quand même d'une crise immobilière à la base, aux États-Unis, celle des subprimes, avec un énorme laxisme de la part des banques américaines dans l'octroi des crédits, un laxisme également des banques mondiales qui ont financé tous les fonds d'investissement qui avaient titrisé ces engagements des privés. Et puis, cette crise financière avait nécessité des tout grands moyens pour la combattre. Alors, pour ça, les banques centrales ont inondé, c'est là que ça a commencé à inonder le marché de liquidités. On peut reconnaître à l'époque que cette urgence était nécessaire, il fallait vraiment sauver le système financier. Mais le problème, c'est qu'un problème n'arrive jamais seul. Les banques centrales ont dû continuer d'arroser le marché, tout simplement par le fait qu'il y a eu la crise de la dette en 2010 qui est arrivée. Et on s'est retrouvé avec des banques centrales qui n'arrêtaient pas d'arroser un terrain qui était déjà vraiment gorgé d'eau. Et c'est là qu'on se rend compte de l'influence primordiale des taux d'intérêt sur l'immobilier, car malgré la récession qu'il y avait eu suite à ces crises financières, malgré également le renforcement de la réglementation qui avait été imposée aux banques pour freiner l'activité de crédit, souvenons-nous, en 2012, il y a eu l'introduction de l'apport minimal de fonds propres de 10%, qui a été même renforcé en 2020 jusqu'à 25% pour les biens de rendement. Et bien, malgré cela, le marché immobilier a continué de se développer et même fortement, tout ça grâce à la faiblesse des taux d'intérêt de par la politique très accommodante des banques centrales. Donc, après toutes ces nombreuses années de taux bas, on s'est retrouvé en 2020 avec une économie bloquée totalement en raison du Covid, on s'en souvient, un loyer de l'argent toujours encore très incitatif qui a fait qu'à la sortie de cette crise en 2021, avec une population qui avait envie de rattraper le temps perdu dans le semi-confinement, à consommer sans forcément beaucoup de modération, eh bien, ça a provoqué des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, ça a été dit tout à l'heure, lors du redémarrage de l'économie en force en 2021. Le début de la guerre en Ukraine a sonné le glas et tout ce qu'on craignait depuis des années, parce que ça fait des années qu'on se soucie de cette hausse de taux qui économiquement, à un certain moment, était justifiée, tout ce qui devait arriver arriva, la hausse des taux d'intérêt. Donc, on peut se dire, après ces années
de politique extrêmement expansionniste des banques centrales, eh ben, on peut se demander qui, et je vous laisse le libre choix, de l'œuf ou de la poule est le véritable responsable de cette situation. En tout cas, les taux progressent fortement, ils continuent ces dernières semaines et derniers jours. La hausse est soutenue et ça commence à susciter des interrogations, des craintes sur le marché immobilier, ça c'est indéniable. Voilà pour ce bref retour dans le passé, hein, brièvement sur les grandes étapes de ces plus de 30 dernières années. Maintenant, je vais vous donner les sensations, les sentiments de marché, ce marché neuchâtelois de ces dernières semaines, derniers mois, suite à l'évolution des taux. Alors, comme je l'ai évoqué au début, hein, l'immobilier est entré, à mon sens, dans une nouvelle ère, avec des changements de paradigme, hein, vous l'avez dit, Corinne, tout à l'heure, des changements de paradigme importants au niveau financier, avec l'inversion des taux, mais également au point de vue environnemental, sociétal, avec vraiment un environnement beaucoup plus exigeant, même qui commence à être fortement réglementé. Par contre, ce qui me semble totalement incertain à ce stade, c'est que nous puissions subir l'effet d'un crash immobilier, comme ça a été le cas au début des années 90. Il faut quand même se relever que les contextes sont totalement différents. Nous avions à l'époque affaire à un marché de spéculateurs, alors qu'aujourd'hui, c'est un marché extrêmement professionnalisé à tous les maillons de la chaîne, très réglementé également. Et puis, il y a aussi cette notion de taux fixes qui font que les échéances sont réparties sur diverses durées. Dans cette situation de marché, l'offre de biens va aussi rester modérée, tout simplement en raison des caractéristiques de notre pays, avec des surfaces constructibles qui demeurent limitées. Et puis en ce moment, cette hausse des coûts de construction qui va freiner temporairement l'activité de promotion. Et puis d'un autre côté, nous avons une demande qui ne va pas s'effondrer. On ne va pas connaître ce qui s'est passé au début des années 90. Bon, depuis, en 30 ans, on est quand même 2 millions de plus d'habitants en Suisse. Le développement de la démographie va se poursuivre. Et puis, il y a aussi les changements des modes de vie qui font qu'il faut toujours de plus en plus de surface pour subvenir à ces besoins. Il y a l'augmentation des divorces, il y a les besoins pour les étudiants, les seniors, il y a des modèles d'affaires qui sont vraiment développés, comme le Airbnb au niveau du tourisme. Et puis, il faut aussi prendre en considération que ces dernières crises à répétition, qu'elles soient financières, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient géopolitiques, eh bien, elles ont renforcé à tous les niveaux, hein, pour les institutionnels, les professionnels, les privés, elles ont vraiment renforcé la pierre comme valeur refuge. Malgré cela, comme je l'ai dit, ce qui stimule, ce qui calme l'immobilier, hein, tout dépend de la situation. Et vous le savez, ce sont les taux d'intérêt. Et la hausse actuelle a commencé, on le ressent en tout cas dans nos marchés ici à Neuchâtel, à affecter la demande. On sent quand même un frein dans les transactions dans certains segments. Alors, si on les prend rapidement en détail, nous avons tout d'abord le marché des villas, où là, les maisons restent prisées, hein, de par leur rareté, mais il n'en demeure pas moins qu'avec la progression, la forte progression des prix de ces dernières années, avec la hausse des taux, eh ben, les acheteurs potentiels tendent à diminuer et on voit dans ce segment, pour la fin de l'année, une stabilisation des prix. Le marché de la PPE, lui, il est beaucoup plus exposé à la hausse des charges financières, hein, au niveau actuel des taux. Le coût d'utilisation a dépassé les prix de la location. Et puis, dans ce segment, il faut reconnaître que les motivations d'achat de ces dernières années, que ce soit des privés, des investisseurs, c'était la faible charge financière, donc avec moins de locataires et d'investisseurs disposés à sauter le pas. Et puis, d'un autre côté, une offre, hein, qui, comme ça a été évoqué avec la hausse des coûts, risque de diminuer. On va quand même subir à terme une stabilisation, voire une correction au niveau des valeurs. Je parle pour le marché neuchâtelois, mais je pense que ça peut toucher également d'autres régions périphériques. A contrario, le marché de la location, lui, regagne de l'intérêt au détriment de la PPE. Ça s'est traduit par une nouvelle baisse du taux de vacances, hein, au mois de juin 2022. Il est certain que dans l'environnement que nous avons actuellement, la location va devenir de plus en plus prisée. Aussi en raison du fait que certains investisseurs institutionnels peuvent se détourner provisoirement de l'immobilier pour favoriser des placements obligataires avec l'augmentation
des rendements et que des professionnels peuvent aussi reporter certaines nouvelles réalisations en attendant une baisse des coûts de la construction, ce qui pourrait limiter encore l'offre durant quelques temps. L'immobilier de rendement, logiquement, avec ce que je viens d'évoquer, la tendance des prix devrait être favorable. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que nous avions atteint, en tout cas l'année dernière, des niveaux de prix, à mon sens, assez exceptionnels, avec des taux de rendement extrêmement bas. Personnellement, je n'ai jamais vu. Et même si la baisse du taux de vacances, qui s'enregistre maintenant depuis un certain temps, maintient l'attractivité de l'immobilier de rendement, il n'en demeure pas moins que l'augmentation du coût de financement va répercuter tout d'abord les promoteurs et propriétaires, et puis elle sera difficile à répercuter aux locataires. On regarde déjà de la forte progression qui est attendue dès 2023 en ce qui concerne les charges de chauffage notamment. Donc, ça va être difficile de faire progresser les loyers bruts de manière trop importante. En tout cas, dans notre marché, on constate depuis quelques temps que certains taux de capitalisation qui se pratiquaient l'année dernière ne passent plus aujourd'hui et que les négociations prennent plus de temps et se compliquent un peu pour les vendeurs qui veulent maintenir les prix qui étaient pratiqués précédemment. En finale, ce qu'on peut dire, c'est que l'enjeu majeur pour les acteurs immobiliers pour l'année prochaine, à mon sens, c'est le risque de Ducroix. Il faut quand même relever que la Suisse dispose de la dette privée l'une des plus élevées. Alors, si on est les bons élèves au niveau de la dette publique, au niveau privé, la dette est bien supérieure à celle de la zone euro. L'immobilier y est pour beaucoup dans cette progression. Donc, une hausse des taux aura immanquablement un impact plus ou moins marqué suivant les situations. Alors, pour les propriétaires, lorsqu'ils devront renégocier les taux, et puis pour les locataires qui, eux, vont devoir assumer dès l'année prochaine une hausse marquée, soit des loyers, mais en tout cas des charges de chauffage, d'électricité, d'autres coûts qui vont diminuer leur pouvoir d'achat. Alors, il est vrai que maintenant, dans la situation économique actuelle, avec un contexte de plein emploi comme celui que nous vivons, le risque est raisonnable, mais en cas de récession qui pourrait arriver, suivant les résultats, si cette inflation n'arrive pas à être contenue, en cas de récession qui provoquerait une hausse du chômage, cette gestion du risque deviendra, à mon sens, pour les différents acteurs, une priorité. Donc voilà, mesdames, messieurs, pour cette transition que semble vivre l'immobilier. On espère vraiment qu'elle se déroule de manière harmonieuse et sans soubresaut. Mais en tout cas, on est vraiment à un moment où il s'agit d'être vigilant. Voilà, merci de votre écoute. Je suis bien entendu à disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Palomo, pour votre présentation. J'ai déjà effectivement une question pour vous sur le chat. Monsieur Alvarez qui demande en fait quel serait le risque face à l'augmentation du SARON et à la possible baisse des prix que les banques déclenchent des appels de marge. Donc, on pense peut-être un peu à la situation de 2008, mais aussi de la crise des années 90, et qu'on se retrouve finalement avec une situation un peu similaire de crise immobilière. Bien sûr que l'augmentation des taux d'intérêt ou respectivement de l'offre et de la demande va impacter les prix de l'immobilier ou peut impacter les prix de l'immobilier. Et en cas de forte correction des prix, les banques peuvent être appelées ou seront appelées à faire des appels de marge. Je ne pense pas qu'on va. Alors, on va de toute façon pas arriver. Alors, je prends le pari qu'on ne va pas arriver dans la situation des années 90 où les banques s'étaient totalement désolidarisées de la situation et faisaient des appels de marge ou dénonçaient même les crédits à tour de bras. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec cette réglementation qui est intervenue à partir de 2012 dans l'apport minimal de fonds propres, dans l'obligation d'amortissement pour ramener la dette en premier rang dans les 15 ans ou 10 ans pour les immeubles de rendement, ça a permis vraiment d'anticiper un risque éventuel de dépréciation des valeurs. Donc, je pense que ce risque aujourd'hui est très modéré, mais c'est vrai que les propriétaires doivent absolument être vigilants quant à cet amortissement régulier qu'il s'agit de faire pour garder toujours un niveau d'endettement extrêmement adapté, déjà pour pouvoir supporter les charges en cas de hausse et puis pour respecter les critères bancaires. Ouais.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je propose qu'on passe maintenant la parole à Monsieur Martin. Bonjour à tous. Merci à Corinne et Vincent pour l'invitation. De mon côté, je propose de se focaliser sur les immeubles de rendement et le côté investisseur pour les 10 prochaines minutes et faire un tour d'horizon des différents risques et opportunités qu'offre cette nouvelle situation, ces nouvelles données de marché, en ayant un regard particulièrement attentif sur le marché des capitaux. Je pense en effet que dans cette première phase de retournement de cycle, on a vraiment des impacts directs et marqués au niveau des marchés des capitaux qui nous touchent directement, alors que sur le marché immobilier direct, les impacts sont plus indirects et prendront plus de temps à se faire ressentir. Donc, si on commence avec une pesée des intérêts et une sorte de balance des risques et opportunités, je pense qu'à court terme, effectivement, on est plutôt du côté des risques. Les opportunités seront présentes, mais plutôt à moyen terme. Et ce n'est pas le fait que j'ai écrit plus de choses du côté droite qui va faire pencher la balance. Je pense vraiment que les risques, aujourd'hui, ils sont clairs, ils sont définis et les impacts peuvent être assez directs. On a déjà pu commencer à le voir avec les marchés financiers où on a des investisseurs qui étaient très investis dans la classe d'actifs immobilières, qui la recherchaient pour son rendement et qui assez rapidement peuvent s'y désintéresser et partir, comme M. Palomo l'a mentionné, sur les obligations. On a également les coûts de financement où là, suivant les maturités, on reviendra sur ce sujet, les coûts de financement peuvent augmenter, vont augmenter et de manière assez rapide à mon avis. La partie durabilité, j'y reviendrai sur la fin, mais je pense que ça, c'est aussi un impact qu'on va ressentir assez rapidement, où on avait des conditions cadres qui étaient assez bonnes jusqu'à présent et ces changements vont malheureusement, à mon avis, freiner un peu la rénovation du parc énergétique. Du côté des opportunités, on met toujours en avant le côté protection contre l'inflation, actif réel de l'immobilier. À mon avis, les mécanismes sous-jacents, à savoir principalement l'indexation des loyers, prennent du temps, que ça soit dans le commercial où on a des mécanismes plutôt directs et qui pourront intervenir. Par contre, dans l'immobilier résidentiel, on sait que ça prendra du temps et qu'il faut aussi prendre en compte la capacité des ménages et des entreprises à absorber ces hausses de taux. Ensuite, du côté opportunité, on a le pendant de la baisse des valorisations du côté des risques. C'est qu'à terme, si on a une baisse des valorisations et des prix dans l'immobilier de rendement, on pourrait revenir à une situation où on retrouve des rendements à l'acquisition attractifs qui, pour certains investisseurs, pourraient leur permettre de revenir sur ces marchés. Donc, si on analyse maintenant certains de ces risques et des opportunités, j'aime toujours bien ce graphique qui met en relation directe le rendement qu'on peut obtenir sur l'immobilier de rendement. Donc là, en l'occurrence, la ligne verte, le rendement de distribution des fonds immobiliers et ce qu'on obtient sur le marché obligataire. Et on voit qu'on a eu une phase récente avec une prime pour l'immobilier qui était au-dessus de la moyenne historique, puisqu'on a eu des phases à plus de 300 points de base de prime pour investir dans l'immobilier. Principalement dû au taux d'intérêt négatif. Mais on voit qu'historiquement, on a plutôt cette prime, on dit toujours entre 100 et 150 points de base de plus pour prendre un risque immobilier, en plus d'un risque uniquement de taux. Et on voit qu'avec cette hausse des taux d'intérêt, déjà les taux d'intérêt à 10 ans qui avaient anticipé la hausse des taux directeurs, on voit que cette prime s'est contractée. On est encore à des niveaux qui restent dans la moyenne historique, mais on voit que si la ligne bleue continue d'augmenter, il faudra que l'immobilier soit capable d'offrir plus de rendement aux investisseurs. Et comment on offre plus de rendement? Alors, soit on peut faire croître les revenus locatifs, et ça, on en reparlera, c'est plutôt du côté opportunité. Mais le mécanisme le plus rapide, c'est une adaptation des prix et de pouvoir rentrer à des prix plus attractifs à l'acquisition. Avec ce graphique, on voit que les investisseurs réagissent de manière directe quand on est dans de l'immobilier liquide, et c'est le cas dans une certaine mesure sur les fonds immobiliers cotés, où on voit qu'avec la prime, le fameux agio,
qui a atteint des sommets l'année passée. Et encore en début d'année, on voit qu'on était sur des niveaux d'Adjo de plus de 40%. À fin août, on est descendu à 15%. Et il y a quelques jours, en fin de semaine passée, on avait un niveau moyen d'Adjo de 5%. Donc, une situation qui a drastiquement changé. Il y a 12 mois, les gens se battaient pour pouvoir rentrer dans l'immobilier à des prix très élevés. Et aujourd'hui, la classe d'actifs sont complètement délaissée par les investisseurs. Pour dire un niveau d'Adjo de 5% correspond historiquement à des niveaux de swap 10 ans de plus de 5%. On n'y est pas. Donc, soit les investisseurs anticipent une situation vraiment de hausse forte et durable des taux, ou l'autre possibilité, c'est que souvent sur les marchés financiers, on a tendance à avoir des surréactions, en tout cas des extrêmes. Ça a été le cas aussi avec des niveaux de 40-45% d'Adjo qui n'étaient peut-être pas forcément justifiés par le sous-jacent. On est en train de voir le revers de la médaille, c'est qu'on va dans des niveaux de valorisation en fait qui sont très faibles et qui laissent présager une hausse continue des taux d'intérêt. Maintenant, je voulais passer un peu de temps sur le côté financement par la dette. Monsieur Palomon en a touché quelques mots. L'immobilier, on est quand même une classe d'actifs où on utilise le levier de façon très différente selon les investisseurs. Certains pas, comme une caisse de pension. Certains véhicules régulés en ont une vingtaine, trentaine de pourcents de levier. Des investisseurs privés vont chercher plutôt 50 à 80%. Et on voit que ces dernières années, bien évidemment, ça a bénéficié à tout le monde. La baisse des taux d'intérêt hypothécaires. Vous avez sur la partie de droite, toujours je prends cet exemple des fonds immobiliers cotés, où on a en moyenne les différents véhicules se sont financés ces dernières années ou ont un financement existant à moins de 1%, même 0,5%, donc ont vraiment bénéficié. Et ça s'est répercuté directement sur leur capacité à distribuer, à avoir un résultat net en progression. On voit sur la partie de gauche les coûts de financement, qu'est-ce qui représente historiquement en pourcentage des revenus qui sont collectés. Et on voit clairement que la baisse a tiré les dividendes et les distributions vers le haut. Cette situation, elle est en train de changer. Les taux hypothécaires se sont ajustés très rapidement. Les taux longs, comme je l'ai dit, ont bien anticipé la hausse des taux de la BNS. Et je pense que c'est un des impacts les plus directs à court terme pour moi et les plus qui me font le plus peur, c'est les refinancements, puisque avec cette situation des taux d'intérêt négatifs, on a également pu voir une tendance des investisseurs à prendre de la dette à court terme. Effectivement, pourquoi payer une prime à 10 ans si on pouvait se financer à court terme, soit à zéro, soit même certains investisseurs ont réussi à se faire payer pour prendre de la dette. On a eu des taux d'intérêt négatifs même en hypothécaire. Donc, une majorité, je pense, des investisseurs ont été poussés, attirés vers cette dette à court terme, cette dette très bon marché. Et du coup, on se trouve aujourd'hui dans une situation où on a une duration moyenne, donc une exposition au changement de la courbe des taux qui a baissé ces dernières années et qui est assez courte. Donc, en moyenne, on est à peu près à 3 ans là sur l'univers que je présente. Ça veut dire qu'en moyenne, d'ici 3 ans, toutes les hypothèques seront à refinancer. Et on voit que tous les investisseurs, comme je le disais, ne sont pas égaux devant cette situation. On a des investisseurs qui ont tout à court terme, donc là, exposés complètement au sarron, donc qui prennent en plein la hausse des taux directeurs, d'autres qui ont plutôt panaché et certains qui sont dans une situation avantageuse, mais c'est plutôt l'exception, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite. Donc, je pense que la hausse des coûts de financement va avoir un impact direct sur la capacité de l'immobilier à payer des distributions stables et également, du coup, à acheter sur le marché. Si on fait le lien avec le marché des valorisations et des capitaux, si on se finance à 0%
on peut acheter un immeuble à un rendement de 3, 3,5. Si on se finance à 2, il faudra aller chercher 4, 4,5 inévitablement pour pouvoir maintenir un niveau de distribution. Donc, sur la partie valorisation, mais je ne vais pas trop empiéter sur la présentation de Vincent parce que je pense que c'est le spécialiste en la question, mais juste pour rappeler qu'il y a des mécanismes, je dirais, financiers, mathématiques assez directs dans ces modèles de valorisation avec le taux d'escompte qui va très certainement augmenter vu qu'on a le taux au risque qui est en augmentation. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même une hausse des taux d'intérêt qui est drivée par une inflation. Donc, on a aussi ce paramètre à prendre en compte dans les modèles avec une hausse des loyers. Je vais en parler dans le slide suivant, mais également une hausse des coûts. Les coûts de rénovation, d'entretien, les charges opérationnelles et les plus gros travaux qu'on peut faire qui coûtent plus cher. Donc, il y a ce premier mécanisme, mais il y a aussi regarder le marché des transactions où s'échangent les immeubles. Et là, je crois que je rejoins ce que M. Palomo a dit. On voit aussi qu'on est dans une situation où on a des vendeurs qui sont encore sur les prix de l'année passée et qui souhaitent maintenir ou en tout cas qui ont des attentes qui ne s'ajustent pas, des acheteurs en tout cas certains qui sont en train d'ajuster leurs attentes de rendement à l'acquisition. Et on est du coup dans une situation avec un peu moins de liquidité, un attentisme, moins d'acheteurs qui sont prêts à payer les prix records. Donc une première période peut-être un peu de vide ou de calme. Et puis à terme, nous, on s'attend quand même à un ajustement des prix si les taux restent à ces niveaux. En tout cas, pour tous les acteurs qui se financent avec de la dette, un ajustement de prix doit avoir lieu pour maintenir un certain niveau de rentabilité. Sur la partie des progressions des loyers, c'est toujours l'argument qui est mis en avant quand on parle d'actifs réels, d'immobilier, si on prend les cours de finance ou d'immobilier. Moi, je vois une protection qui est vraiment que partielle. Alors, les fonds ou les investissements en immobilier commerciaux ont des mécanismes d'ajustement qui sont un peu plus directs. C'est vrai que les baux commerciaux sont très souvent indexés à l'indice suisse des prix à la consommation, indexés entre 80 à 100%, donc avec un bon taux de couverture. Ces dernières années, on avait une inflation négative, voire pas d'inflation, donc ça n'a pas été fait. Donc, il faut reprendre un peu le rythme de notification de hausse de loyer. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la situation, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans nos portefeuilles, la situation des entreprises est très saine, est bonne. Donc, à court terme, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont capables d'absorber des hausses de taux, mais ça sera des hausses de loyer, mais ça ne sera pas forcément le cas ad aeternum. On voit qu'il y a les coûts de l'énergie qui augmentent, qui vont pénaliser les entreprises, certains facteurs de production, autres aussi, les coûts de matériaux qui augmentent. Donc, je pense qu'il faudra notifier ces hausses avec parcimonie et en prenant vraiment bien en compte la situation du locataire, qui, à mon avis, dépendra beaucoup des secteurs d'activité. Et ensuite, du côté résidentiel, là, on a vraiment une passation de l'inflation qui est beaucoup plus lente et décalée dans le temps. Il y a trois facteurs là derrière. Premièrement, c'est que si on est sur le taux hypothécaire de référence, qui est, je pense, à mon avis, la majorité des baux résidentiels, on a là un taux hypothécaire de référence qui a une grande inertie dans son calcul. Aujourd'hui, on est au 1,25. Les prévisions de remontée de ce taux hypothécaire de référence, elles ne sont pas avant début 2024. La méthode de calcul fait qu'il y a une grande inertie. Donc, déjà, on aura un retard par rapport à l'inflation existante. Ensuite, pour le faire, il faut bien évidemment que le locataire en place ait un taux de référence actuel dans son bail à ce niveau-là. Et ça, c'est clairement pas donné. Ça veut dire qu'on a abaissé le taux de référence au fur et à mesure si c'était un locataire existant ou alors un bail qui a été signé depuis la période où on a ce niveau de taux. Donc ça, de nouveau, je pense qu'il y a déjà une partie des baux qui ne seront pas éligibles à des hausses de taux à court terme. Et le troisième facteur qui me fait dire que l'indexation ne sera pas directe et rapide aussi sur le résidentiel, c'est que les budgets des ménages
vont être impactés à court terme par l'inflation, par la hausse des prix, de l'énergie. Et du coup, suivant le niveau de loyer, suivant la situation du ménage, on ne pourra pas augmenter les loyers en lien avec l'inflation. Il faudra déjà s'assurer que la hausse des charges et des acomptes de charges soient payés avant de pouvoir espérer avoir une augmentation des loyers. Donc, un actif réel, oui, mais avec un décalage dans le temps et je pense qu'une protection que partielle, en tout cas, si on est dans l'immobilier résidentiel. Dernier point que je voulais mentionner, a priori, on allait faire 1 heure sans parler de durabilité, ce qui est, je pense, un exploit sur les 3 dernières années. Je voulais remédier à ça. Je pense qu'on avait tout un cadre qui était assez aligné pour qu'on accélère le rythme de rénovation énergétique du parc. Il y avait un alignement, pouvoir public, société civile, les partenaires privés. Je pense qu'il y avait une bonne prise de conscience. Ça se mettait bien en place et je trouve que là, les derniers événements risquent de pénaliser cette bonne dynamique. 4 facteurs que je voulais mentionner ici. Premièrement, la hausse des coûts. Qu'on a une hausse des coûts des matériaux pour faire une rénovation, pour faire de la pose de panneaux, du changement de système de chauffage. Tout a augmenté de prix et de manière assez drastique. On n'a pas encore une forte hausse salariale en Suisse, mais on commence à voir que les prestataires actifs dans ces métiers sont capables de faire passer une hausse de prix parce qu'il y a une très forte demande. Donc, on a aussi des prix des entreprises de services qui augmentent. On a également une baisse de la disponibilité. Donc, au même moment où les matériaux et la main-d'œuvre augmentent de prix, elle est moins disponible. On a plein de composantes qui viennent de régions où c'est plus compliqué de faire venir. Il y a énormément de demandes. L'offre est contenue. Donc, on a une baisse de la disponibilité, des retards de livraison et également sur tout ce qui est, et je pense qu'en Suisse, on va souffrir de ça, c'est tout ce qui est la main-d'œuvre spécialisée dans la durabilité, où on a peu de filières de formation et du coup, pour mettre en œuvre tout ça, c'est compliqué. Ensuite, les investisseurs attendent maintenant, comme on l'a vu, des rendements plus élevés sur l'immobilier pour compenser la hausse des taux, la hausse des coûts de financement, les autres opportunités qu'ils ont dans d'autres classes d'actifs et du coup, des attentes de rendement élevées au moment où il faut investir dans la rénovation, dans le parc immobilier existant avec des rendements sur certaines rénovations qui ne sont pas au niveau des attentes des investisseurs. Et donc ça, c'est un grand risque, à mon avis. Quand on se finançait à zéro, prendre de l'argent à zéro pour l'investir dans un projet de rénovation qui va avoir une rentabilité de 2-3%, c'était OK, c'était accepté par les investisseurs. Si on doit se financer à 3 pour faire un projet qui vaut 2, ça va être plus compliqué à faire passer. Donc, le coût du capital qui augmente, je pense, aura un impact sur la volonté des investisseurs de rénover leur parc. Et finalement, les priorités, c'est vrai qu'on a eu toute une phase où les discussions tournaient énormément autour de la durabilité ces 2-3 dernières années. Aujourd'hui, je pense qu'avec la hausse des taux, la hausse de l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie et aussi des attentes de rendement différentes, on risque de mettre la durabilité de côté. On va revenir sur les fondamentaux financiers, peut-être à tort, mais je sens déjà ça un peu. Ça se laisse présager d'avoir un peu la durabilité. Ça sera un nice to have alors que c'était devenu quelque chose d'obligatoire. Donc, j'espère que cette vision elle va pas se matérialiser. Je pense qu'il faudra être fort dans les convictions et dans les discussions avec les différents propriétaires. Mais on a un cadre qui a changé radicalement et avec une vitesse grand V et qui impacte aussi les ambitions en matière de durabilité. Merci à tous pour votre attention et avec plaisir pour répondre à certaines questions.
Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, j'ai effectivement une ou deux questions sur le chat, mais pour des questions de temps, je préfère passer déjà la parole à Monsieur Clapasson et ensuite on refera à la fin, selon le temps disponible, un round de questions-réponses si ça va pour vous. Ok, donc Vincent, je te laisse la main. Merci Corinne. Merci à nos deux intervenants, à messieurs Palomo et Martin. L'avantage avec deux intervenants brillants, c'est qu'ils disent à peu près tout, donc je n'aurai pas grand-chose à dire. Je vais essayer d'aller assez vite dans ma présentation que vous devriez voir maintenant. Voilà. Donc, moi, ce que je vais essayer finalement, c'est, puisqu'on est à peu près d'accord avec M. Martin et M. Palomo, je vais essayer de consolider un tout petit peu les propos qui ont été dits en vous partageant nos réflexions, nos observations finalement sur le marché actuel. Donc, on a un côté un peu plus empirique et un côté un peu plus prédictif finalement dans nos observations. Et puis, l'idée principale aussi, c'est de pouvoir passer avec vous en revue les différents éléments qui peuvent influencer une valeur, que ce soit en termes d'immobilier de placement ou en termes d'immobilier de consommation. Et puis, on commence par illustrer, alors on en a déjà un peu parlé, donc je n'irai pas forcément m'étendre sur le sujet, mais l'évolution des alternatives de placement à l'immobilier qui sont le plus courant, en tout cas l'alternative qui est le plus courant, le plus connu, à savoir l'obligation d'État à 10 ans, graphique bien connu pour les gens qui nous suivent lors de nos immo-monitoring. Donc les rendements des obligations, on l'a dit, ils sont en hausse depuis 2021, d'abord parce qu'on a eu une incertitude forte liée à l'inflation pendant la période 2021, et puis des anticipations et des conséquences des hausses consécutives du taux directeur par la BNS en juin dernier et puis la semaine dernière. Aujourd'hui, on se retrouve avec un rendement des obligations environ 1,3-1,35%. Donc, on pourrait l'apprécier comme une réelle alternative à l'investissement immobilier. Par contre, le graphique de droite que vous voyez ici mitige un tout petit peu aussi cette constatation, puisque on montre ici le rendement réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation. Et là, l'écart entre le rendement immobilier, donc la courbe rouge, et le rendement des obligations, la courbe bleue, est un peu plus élevé. On est de nouveau à peu près proche des 2%. Et comme l'avait mentionné Jonathan tout à l'heure, les réflexions se font généralement quand on a 100 à 150 points de base de différence. Par contre, il est vrai aussi, vous l'avez largement mentionné, on l'a montré, on le montre ici dans ce graphique de manière empirique, il y a une forte sensibilité, une corrélation entre le rendement obligataire et puis le rendement immobilier. C'est historiquement démontré, et puis ça tend ou ça sous-tend à ce que le marché va et doit réagir à ces hausses consécutives de taux directeur, sans quoi il y aurait un dysfonctionnement finalement du marché. Donc, on s'attend effectivement à une hausse des taux d'escompte qui sont directement liés, puisque, comme l'a dit Jonathan, on a généralement dans le process un taux hors risque plus des primes de risque. Donc, si le taux hors risque augmente, on devrait avoir un taux d'escompte qui augmente. Par contre, et ça, on l'a aussi mentionné, du fait de ce côté illiquide de l'immobilier, on a généralement un décalage qui peut se situer entre 2 et 4 trimestres. Donc, les constatations empiriques d'une hausse devraient plutôt se faire courant 2023 que d'ici la fin de l'année. On l'a aussi dit, facteur important, l'inflation qui a fait son grand retour, alors de manière un tout petit peu plus mitigée sur la Suisse que dans les pays voisins. Par contre, c'est aussi le cas, alors effectivement, à des échelles différentes en fonction des types d'immeubles, mais l'immobilier peut conférer une sorte de protection contre l'inflation. En tout cas, ça a été démontré aussi ici de manière graphique, puisqu'on a évidemment deux effets potentiels ou directs ou indirects sur l'immobilier ou sur un actif réel. Le premier effet, c'est l'indexation, M. Martin l'a mentionné, Jonathan l'a mentionné, l'indexation des baux, notamment commerciaux, à l'inflation, à l'IPC. Donc là, on a effectivement théoriquement un ajustement qui se fait au temps pour temps. Et puis le deuxième effet,
que l'on voit ou que l'on a observé, c'est que finalement, la croissance des loyers, la croissance naturelle du marché a été supérieure ces 50 dernières années à la croissance de l'inflation ou de l'IPC. Donc, on a une croissance supérieure qui permet, même si on n'arrive pas à adapter directement ou indexer directement les loyers résidentiels à l'inflation, on a une adaptation qui se fait aussi par la croissance naturelle. Et on l'a encore revu, là c'est M. Polamo qui l'a mentionné, on a encore vu ça aussi avec les baisses des taux de vacants et puis la hausse du niveau des loyers à mi-2022. Donc ça, c'est pour les éléments un peu plus financiers. Si on passe aux éléments de l'activité de la construction et de l'offre et la demande, un autre élément important à mentionner, on l'a déjà un petit peu mentionné, c'est évidemment les effets collatéraux quelque part de la crise sanitaire et puis de la guerre en Ukraine notamment. Alors, ils sont largement perceptibles sur les coûts de construction, sur l'inflation, le renchérissement de beaucoup d'éléments, de sous-éléments de coûts de construction. Donc finalement, on se retrouve avec des coûts, des volumes d'investissement qui sont quasiment similaires, voire supérieurs aux années antérieures, mais par contre, un nombre de constructions, une activité qui est réduite, ce qui a tendance aussi à diminuer le taux de l'offre des logements résidentiels, des logements à la location, mais aussi, on le verra, qui stabilise un petit peu le taux de l'offre pour les objets de consommation. Donc, on a, du fait finalement de cette incertitude en lien avec les hausses de coûts de construction, un manque de main-d'œuvre et puis des risques géopolitiques encore forts, on a une activité de construction et des nouveaux développements qui se réduisent entre cette année et probablement les années à venir avec ces grandes incertitudes. Au niveau de la demande, ici, on a la chance, entre guillemets, ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir toujours une attractivité qui est relativement forte dans le pays. On continue à avoir un solde démographique positif, notamment soutenu par le solde migratoire. Donc, on a toujours des gens qui viennent et qui s'installent dans notre pays. Et puis, ces gens, il faut les loger. On l'a vu, l'activité de construction est plutôt en baisse ou stable. Donc, on continue à avoir un décalage finalement entre le nombre de demandes et l'offre qu'on peut proposer à ces personnes, avec comme conséquence directe, là aussi on l'a déjà mentionné, mais une conséquence directe qui s'est observée en tout cas à la mi-2022, un taux de vacances qui est en baisse, et puis un niveau de loyer qui continue légèrement à progresser entre le deuxième semestre 2021 et le deuxième semestre 2022. Donc, du point de vue d'investisseur, en tout cas, c'est une source de revenus qui paraît plutôt stable et idéale dans une stratégie de placement à long terme, ce qui pourrait sous-tendre que les corrections de taux d'escompte pourraient prendre un tout petit peu plus de temps ou ne seraient pas aussi fortes que la hausse finalement des taux d'intérêt ou des taux directeurs. Enfin, si on parle maintenant des rendements, donc là aussi, c'est une observation empirique. Pour le moment, au deuxième semestre 2022, la médiane des rendements observés sur les transactions des immeubles, tout type d'immeubles en Suisse, sur les rendements nets, ils sont à peu près identiques au rendement de l'année passée. Alors, il y a une certaine inertie, on l'a aussi mentionné avant, une inertie parce que les négociations sont longues, parce que probablement les négociations ont commencé il y a un moment, et puis on a aussi observé un tout petit peu moins de transactions ces derniers mois. Mais pour le moment, il y a plutôt une stagnation ou une stabilité au niveau des rendements observés pour 2022 jusqu'au deuxième semestre. À voir ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, mais probablement plutôt en 2023. Ce qu'on a observé aussi, c'est que finalement, les bons objets, les objets prime qui sont très bien situés, ont moins été vendus ces derniers mois ou ces dernières semaines, puisque généralement, en temps incertain, on garde les bons actifs et on essaye plutôt de se délester des actifs un petit peu moins centraux. Et là, on a vu qu'il y avait des observations un petit peu différentes, notamment des légères corrections, des légères hausses de taux d'escompte sur ces actifs-là. Ça, c'est pour la partie placement. Et puis, je finirai avec la partie objet de consommation Villa PPE.
Donc ici, je rejoins partiellement, M. Palomo a plutôt parlé du canton qui lui est cher, le canton de Neuchâtel. Moi, je vais rester peut-être plus global sur l'entier de la Suisse romande. Donc aujourd'hui, à ce stade, l'évolution des prix des segments PPE et Villa a continué à progresser. Donc on a toujours une évolution positive des prix, toujours au deuxième semestre 2022. On a observé en revanche une légère correction du taux de l'offre, notamment dans la villa. Donc là, on a une légère évolution à la hausse du taux de l'offre. Par contre, il ne faut pas oublier, on l'avait mentionné aussi dans notre dernier monitoring, qu'on avait atteint un taux de l'offre à la fin de l'année qui était le plus bas observé depuis plus de 10 ans. Donc, on a un niveau absolu d'objets à la vente qui reste assez faible. La grande question, je dirais, pour conclure cette présentation, c'est de savoir si la hausse des taux est plus forte ou si elle contrebalance la pénurie de l'offre. Donc, c'est quel est l'élément des deux qui va faire pencher le marché vers l'un ou l'autre des évolutions possibles. Donc, est-ce que la pénurie d'offres va continuer à augmenter ou à mettre sous tension les prix, ou est-ce que les taux d'intérêt qui continuent à évoluer à la hausse vont clairement diminuer le nombre d'acquéreurs potentiels et malgré une offre faible, vont aussi stabiliser ou diminuer les prix? Ça, c'est la grande question. Probablement qu'il y aura une stabilisation, mais comme l'a aussi dit M. Palomo, il y a une rareté sur certains segments qui fait que ça reste extrêmement recherché. Donc, il faudra peser le pour et le contre par rapport à ça. Voilà. Je finis brièvement, comme ça on a encore quelques minutes pour les questions, Corinne. Je te repasse la main volontiers. Merci, merci Vincent pour la présentation. Donc, tout d'abord, peut-être une question un peu générale. Je pourrais adresser peut-être à M. Palomo. Donc, on a un participant qui se demande en cas de déflation rapide, donc si l'inflation revenait sous contrôle rapidement, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à ce que les taux rebaissent rapidement? Alors oui, c'est tout à fait possible, hein. Il est clair qu'en cas de récession, si vraiment il y a un fort impact sur l'économie, automatiquement, il faut relancer la machine. Et puis, on voit, pour la calmer, ben, les taux, ils augmentent rapidement. Puis, quand il faut la relancer, on se rend compte aussi que les banques centrales utilisent cet outil. Mais je pense quand même que ça va prendre un certain temps pour calmer cette inflation maintenant dans la durée. Mais automatiquement, si on part de l'autre côté, hein, il y a un fort déséquilibre au niveau qui entraîne une récession, ben, c'est vrai que là, les taux d'intérêt devront immanquablement se corriger. Merci. Et puis, une question peut-être maintenant pour M. Martin. Donc, on a un participant qui parle un peu de la situation qui est différente entre privé et institutionnel, en particulier du fait que les privés sont lourdement endettés et donc vont probablement plus pâtir de cette situation de hausse des taux. Il se demande tout d'abord comment ces privés pourront faire face à des travaux de mise en conformité énergétique. Vous en aviez un petit peu parlé lors de votre présentation. Et aussi si c'est peut-être une opportunité finalement pour les institutionnels qui, eux, ont plus de marge de manœuvre à ce niveau-là. Alors oui, comme je l'avais mentionné, donc tous les investisseurs ne sont pas égaux devant la dette. Il y a des stratégies très différentes, certains qui n'y ont pas accès. Je pense notamment aux caisses de pension. Donc, à mon avis, qui ont été les grands absents ces dernières années du marché des immeubles de rendement et qui pourraient revenir en force parce que pas impactés. Ensuite, on a toute une catégorie qui est faiblement impactée, qui était plutôt acheteur ces dernières années, qui va souffrir, mais légèrement. Et on a du coup, après, la catégorie des privés qui est plus financée de manière plus importante. Et c'est vrai qu'ils auront et qu'ils avaient déjà du mal ces dernières années avec le resserrement un peu sur ces questions énergétiques. On avait déjà observé plutôt un côté vendeur de la part des investisseurs privés qui avaient aussi acheté dans d'autres temps et qui étaient plutôt du côté vendeur. Et je pense que ça va accélérer cette vente encore si on a des financements qui coûtent plus cher. Merci. Et puis peut-être une dernière question pour M. Clapasson. Un auditeur qui se demande si on sait quelles sont les régions où la propriété reste aujourd'hui plus avantageuse que la location.
C'est une question qui revient souvent. C'est difficile à répondre parce que ça dépend principalement, et ça c'est toujours la réponse de l'expert, ça dépend, mais ça dépend principalement des conditions très personnelles de l'emprunteur. Aujourd'hui, effectivement, on l'a vu, je crois que M. Palomo l'avait aussi indiqué, on a eu une croissance des prix qui a été beaucoup plus forte dans les régions périphériques que les grands centres urbains, notamment l'arc lémanique, puisqu'on avait des prix qui étaient beaucoup plus abordables. On a eu une digitalisation, une industrialisation différente du travail. On a pu faire du télétravail. Donc, les gens pouvaient aussi, avaient besoin peut-être d'espaces plus grands et puis pouvaient ou avaient la possibilité de télétravailler de manière régulière. Donc, pendulaient moins ou dédiaient moins de temps de travail, enfin moins de temps de parcours au travail. Du coup, on a vu cette croissance aussi des prix dans des régions périphériques. Maintenant, si on regarde le niveau de loyer, la baisse du taux de vacance, finalement, dans toutes les régions, le secteur de la location est sous tension. Donc aujourd'hui, même dans des régions entre guillemets périphériques, mais pas dans le sens négatif du terme, dans le sens moins proche des grands centres urbains, même là, on a une tension au niveau du marché locatif. Donc, ce n'est pas forcément plus ou moins avantageux dans une région. On pourrait imaginer que les prix au mètre carré étaient moins chers que dans des régions plus soutenues, de devenir propriétaire, de devenir locataire. Donc, c'est compliqué à répondre. On voit aussi typiquement avec le Valais qui a connu la plus grosse hausse, la plus forte hausse, et puis encore une baisse du taux de l'offre, où là, ça devient très compliqué de trouver un logement en propriété. Et par contre, on a encore un petit peu du locatif, ou dans le segment locatif, on a encore des logements vacants. Donc, c'est assez compliqué à répondre. Je pense que la correction des prix liée au taux d'intérêt, surtout par rapport au privé, fera qu'on va avoir probablement de nouveaux avantages à acheter plutôt qu'à louer. Là, c'était redevenu un petit peu nébuleux, mais ça dépend vraiment de la situation propre des personnes, la capacité d'endettement et puis l'aversion au risque aussi, en fonction d'un emprunt qui peut être une charge importante et sur du long terme. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. On arrive gentiment à la fin du temps de ce webcast. Donc, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement nos présentateurs, M. Clapasson, Palomo et Martin, et bien sûr tous les participants qui nous ont écoutés, qui ont participé activement dans le chat. Je vous remercie. Je profite aussi pour vous annoncer quelques prochains événements qui auront lieu prochainement. Donc, il y a tout d'abord l'événement en vue de la sortie de l'IMO Monitoring d'automne qui aura lieu le 27 octobre à Zurich. Et puis en Suisse romande, on a deux événements aussi qui vont suivre en novembre. Le premier qui s'appelle Immobilier et énergie zéro net, qui aura lieu le 2 novembre à Lausanne et où on parlera de facteurs de durabilité. Et ensuite, le 22 novembre, Culture du bâtiment, facteur de réussite qui prendra place à Genève. Voilà, merci à tous pour votre participation et à bientôt, j'espère, pour de nouveaux webcasts. Merci. Merci.